c'est la centrale nucléaire de Zaporozhye. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, elle est juste sur les lignes de front. À l'ouest de la rivière se trouvent les forces ukrainiennes et à l'est de la rivière se trouvent les Russes qui contrôlent actuellement la centrale. La Russie ne veut pas abandonner cela et les Ukrainiens ne veulent pas que la Russie l'ait. C'est pourquoi les États-Unis disent maintenant que nous devrions posséder la centrale. Alors dans cette vidéo, parlons de ce qui rend cette centrale si importante et pourquoi Poutine est inquiet que les Ukrainiens fabriquent une arme nucléaire en utilisant la centrale. Commençons par pourquoi les États-Unis veulent la propriété. C'est plutôt astucieux en fait. C'est très innovant. Si les États-Unis les possèdent et les dirigent, le personnel américain sera évidemment sur place. Cela garantit en quelque sorte qu'ils ne seront pas visés. Cela garantit également que ces centrales seront opérationnelles et la Russie serait beaucoup plus réticente à y aller. Et bien sûr, cela a été un problème. Ils ont eu des centrales nucléaires touchées. Bien sûr, la grande peur est, vous savez, ils parlent de l'Ukraine. C'est le pays de Tchernobyl. C'est là que s'est produit le plus grand accident nucléaire de tous les temps. Donc évidemment, cela a été un gros problème. Ils ont aussi constamment subi des coupures d'électricité. C'est une chose dont on ne parle pas beaucoup dans les actualités. C'est à quelle fréquence leur réseau électrique est tombé à cause de ces attaques. Le transfert à l'États-Unis met une grande responsabilité sur la Russie. Voulez-vous affronter directement les États-Unis et prendre quelque chose qu'elles possèdent ou vous allez tuer du personnel États-Unis? C'est une situation complètement différente de l'actuelle. Je trouve cela très innovant. Je trouve cela créatif. C'est la première fois que j'entends quelque chose de ce genre dans ce conflit entier. Mais encore une fois, nous entendons un peu plus de problèmes transactionnels qui surgissent. Vous savez, comme l'accord sur les minéraux et des choses comme ça. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est parmi les plus grandes au monde. Et c'est la plus grande en Europe. Nous n'avons pas vraiment entendu parler de cette centrale depuis le début de 2022, lorsque la Russie l'a annexée pour la première fois. Il semble que la centrale soit à nouveau en discussion. Et cette fois, il semble que la centrale soit liée à l'accord sur les minéraux critiques que l'administration Trump et les Ukrainiens ont déjà discuté. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner ci-dessous pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. Commençons. Au cours de ces négociations, l'Ukraine avait dit aux États-Unis que le traitement des minéraux ne serait viable que si l'usine était de nouveau sous contrôle ukrainien. À l'heure actuelle, les forces russes sont à l'intérieur de l'usine et elles n'ont aucune intention de la rendre à l'Ukraine. Trump semble avoir proposé une nouvelle solution, que les États-Unis possèdent l'usine. L'idée principale derrière ce plan est que la Russie serait plus ouverte à céder, si ce n'étaient pas les Ukrainiens qui en prenaient le contrôle. Et, espérons-le, l'Ukraine est plus ouverte à l'idée parce que ce ne sont pas les Russes qui en prennent le contrôle. Mais comme vous pouvez le voir dans ce rapport de nul autre que Jason J. Smart, la Russie a déjà rejeté le plan de paix de Trump. Le directeur russe de la centrale de Zaporizhzhia a affirmé que seule la Russie contrôlera cette installation nucléaire. La propriété appartenait à la Fédération de Russie. La Russie est déjà dans une situation délicate, car l'Ukraine a déjà en quelque sorte accepté le plan américain, et l'Ukraine veut que les États-Unis soient impliqués pour remettre la centrale en marche. Voici Zelensky qui le dit publiquement. Il y avait une question sur une centrale nucléaire. La question ne portait pas sur un réseau de centrales nucléaires. La question concernait exclusivement la centrale qui est actuellement sous occupation temporaire. Et comme vous le savez, elle est en danger en raison du fait que la Russie est là avec des armes. Et elle ne fonctionne plus parce que la Russie la retient, l'occupe, complètement étrangère à celle-ci. Et la question de savoir si nous sommes capables de restaurer cette station, à mon avis, j'ai dit que la station seule ne suffit pas car il doit y avoir l'infrastructure appropriée. Et il doit y avoir un approvisionnement en eau et aussi du personnel technique. Et ce sont beaucoup d'étapes à franchir pour s'assurer que dans 1 an et demi à 2 ans et demi, l'usine commence à rapporter de l'argent, apportant ce qu'elle est censée apporter en termes d'électricité, d'abord pour les gens, et c'est la vision. Et j'ai demandé au président ce qui se passerait s'il y avait une compréhension que l'Amérique peut le restaurer. Je lui ai dit oui, si cela peut être modernisé, investi et ainsi de suite.
Nous sommes prêts à en discuter avec vous, mais nous avons parlé exclusivement d'une station qui est sous occupation temporaire par la Russie. Maintenant, je sais que ce que Zelensky a dit ne signifie pas nécessairement qu'il est ouvert à la propriété américaine de l'usine, mais contrairement à la Russie, il ne rejette pas carrément l'usine de Trump. Zelensky est ouvert à cela car c'est une situation gagnant-gagnant pour l'Ukraine. L'usine est déjà sous contrôle russe, et pour la récupérer, l'Ukraine devrait payer un prix élevé en termes de vies humaines et très probablement un désastre nucléaire. Parce que, voyez-vous, ce que la Russie a fait, c'est qu'ils ont placé leurs troupes à l'intérieur de l'usine parce que Poutine se rend compte que personne n'attaquera l'usine. Personne ne veut d'un Tchernobyl 2.0. Pire encore, Poutine utilise l'usine comme une rampe de lancement pour les drones et les missiles, et il est très probable qu'il les stocke là-bas aussi. En fin de compte, personne n'attaquera l'usine. Il est donc assez sûr d'avoir tous les actifs militaires importants et précieux à l'intérieur. Voilà pourquoi la Russie refuse d'abandonner l'usine lors des négociations, car elle sait qu'il sera très difficile pour l'Ukraine de la récupérer au combat, même si elle est sur la ligne de front. Ici, nous avons Keith Kellogg, le général Keith Kellogg, qui explique l'importance de l'usine dans un cessez-le-feu et un accord de paix. Trump est un homme d'affaires et vous avez mentionné Zaporizhia. Alors il dit « Laissez les États-Unis avoir ces centrales nucléaires comme Zaporizhia que la Russie contrôle ». Est-ce pour assurer la sécurité de l'Ukraine? Voyez, vous saisissez, absolument. Quand les gens disent « Oh, il veut diriger une centrale nucléaire », je sais qu'il a dit « Vous avez manqué cela ». C'est à l'intérieur de l'oblast ou d'un état de Zaporizhia. C'est la plus grande centrale électrique d'Europe, fournissant un tiers de l'énergie pour le reste de l'Ukraine. Et le président a dit « Si nous contrôlons cela, alors cela aide non seulement à sécuriser la partie de Zaporizhia autour de là, mais cela lui donne aussi une sécurité. » Le président pensait comme aux échecs en 3D. Et c'est exactement ce que, et beaucoup de gens ont dit, eh bien, il veut diriger une centrale électrique. Non, il va beaucoup plus loin que ça. C'était exactement ce que vous avez dit. Et c'est tellement intéressant que Zelensky ait immédiatement saisi cela. Et Zelensky a dit, ouais, ce n'est pas une mauvaise idée. Et il a en quelque sorte accepté. Soyons honnêtes, il ne s'agit pas seulement de la sécurité de l'Ukraine. La centrale électrique est un grand atout. Elle produisait un tiers de l'électricité de l'Ukraine avant la guerre. Il est donc évident que si les États-Unis possèdent la centrale et qu'elle retrouve ce niveau après la guerre, ils seront satisfaits des revenus qu'elle génère. Maintenant, de nombreux comptes pro-russes tentent de faire tourner cette nouvelle en disant que l'Ukraine veut récupérer la centrale parce que l'Ukraine veut créer une arme nucléaire en utilisant les matériaux de la centrale. En réalité, cela est loin d'être la vérité. Parce que si l'Ukraine voulait vraiment créer une arme nucléaire, alors elle n'aurait pas besoin de récupérer la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle a déjà 3 centrales nucléaires sous son contrôle, et elle peut facilement obtenir n'importe quel matériel qu'elle veut de ces centrales que la centrale nucléaire de Zaporizhia a. Mais comme nous le savons tous très bien à ce stade, la Russie ne laisse pas la vérité entraver sa désinformation. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, affirme que l'Ukraine veut que les États-Unis larguent une bombe nucléaire sur la Russie et que c'est la seule paix qu'elle acceptera. Zelensky déclare publiquement qu'il ne veut aucun cessez-le-feu tant que les Américains ne lui donnent aucune garantie qu'ils détruiront la Russie avec des armes nucléaires. Ce n'est pas sérieux maintenant. Maintenant, avant de continuer, nous avons récemment dépassé le 1 million d'abonnés. Depuis, nous avons reçu de nombreux emails avec des questions et des demandes de conseils pour développer une chaîne YouTube sans visage. Même si je fais de mon mieux pour répondre à chaque email, parfois cela prend trop de mon temps ou ils posent la même question que j'ai déjà répondu auparavant. C'est pourquoi j'ai décidé de regrouper tous mes conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous voulez créer votre propre chaîne, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Là, je partagerai tout ce dont vous avez besoin et répondrai à toutes vos questions sur YouTube sans visage. N'oublions pas combien de fois nous avons entendu Poutine dire au cours de la dernière année que la Russie n'a pas peur d'utiliser les armes nucléaires qu'elle possède. Maintenant, tout à coup, la Russie est tellement inquiète que l'Ukraine obtienne des armes nucléaires, alors qu'en réalité, Zelensky a déclaré publiquement que l'Ukraine n'a pas l'intention de poursuivre une stratégie nucléaire. C'est quelque chose dont nous parlerons dans un instant. Mais avant cela, la Russie devrait s'inquiéter que d'autres pays à sa frontière obtiennent des armes nucléaires.
Ce pays n'est autre que la Pologne. Ici, nous avons le Premier ministre polonais qui dit que la Pologne va sérieusement envisager d'avoir une dissuasion nucléaire. La Pologne doit atteindre les capacités les plus modernes, y compris celles liées aux armes nucléaires et aux armes non conventionnelles modernes. Par conséquent, nous sommes confrontés à une course très sérieuse. Et c'est une course pour la sécurité, pas une course à la guerre. Maintenant, la Pologne a une bonne raison de créer cette dissuasion. Si nous regardons simplement l'histoire récente, nous réalisons que la Russie a l'habitude d'envahir la Pologne, et c'est exactement pourquoi la Pologne a dû forcer son entrée dans l'OTAN, pour s'assurer qu'il y a une dissuasion contre une future invasion russe. L'adhésion de la Pologne à l'OTAN est une histoire fascinante qui mériterait une vidéo dédiée. La Pologne a dû jouer à des jeux politiques, nucléaires et miniers avec l'ancien président, Bill Clinton, pour obtenir un ticket d'entrée dans l'OTAN. Mais maintenant, la Pologne se sent un peu incertaine quant à la dissuasion de l'OTAN. Récemment, nous avons vu les États-Unis, le principal soutien de l'OTAN, couper l'aide et le renseignement militaire à l'Ukraine et à ses alliés, et ce genre de choses n'est pas une bonne nouvelle pour les pays qui sont juste à la frontière russe. Ils savent qu'à tout moment, la Russie peut simplement déployer ses 1,6 million de soldats à la frontière pour un exercice, puis lancer une opération militaire spéciale. C'est exactement pourquoi la Pologne veut créer une dissuasion nucléaire. Pouvons-nous vraiment les blâmer, surtout en considérant que la télévision du Kremlin tient des discours comme ceux-ci, décédés 3/4? Une chose est certaine ici. Macron suit un chemin bien connu dans les années 1930 qui ne mène qu'à une seule chose. Toute guerre avec la Russie se termine par quelques résultats évidents. La partition de la Pologne et le fait qu'un soldat russe se retrouve dans la capitale d'un pays qui a décidé de faire la guerre à la Russie. La seule chose, je m'adresse aux descendants de mes camarades parce que les choses arrivent. S'il vous plaît, ne partez pas. Ne refaites pas l'erreur de Gorbatchev cette fois. Si nous avons atteint et planté un drapeau, nous devons tenir jusqu'à la fin. Pas de geste de bonne volonté. Le geste de bonne volonté de Khrouchtchev envers la Finlande était une erreur à l'époque. Et jusqu'à ce jour, nous sommes tous confrontés aux conséquences de ce que Gorbatchev a fait et Yeltsin. En tant que membre de l'OTAN, les États-Unis ont déjà stationné leurs armes nucléaires dans 5 pays européens. Cela inclut l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la Belgique et les Pays-Bas. Malheureusement pour la Pologne, les États-Unis ne semblent pas prêts à partager leur protection nucléaire avec le pays. Parce que nous venons d'entendre le vice-président J.D. Vance dire cela à la télévision nationale. La Pologne a demandé aujourd'hui, le président polonais a demandé aux États-Unis de considérer le déploiement d'armes nucléaires en Pologne comme un bouclier contre une future agression russe. Cela alors que le président Trump rencontre bien sûr aujourd'hui le leader de l'OTAN. Quelles conséquences sur ce front? Cela ne pousserait-il pas la Russie à se détourner de tout accord avec l'Ukraine? Je n'ai donc pas parlé au président de ce problème particulier, mais je serais choqué s'il soutenait l'extension des armes nucléaires plus à l'est en Europe. Nous devons être prudents, Laura. Heureusement pour la Pologne, la France, nation nucléaire, comprend le danger que représente la Russie pour la sécurité de l'Europe. C'est précisément la raison pour laquelle la France a initié cette conversation. La France souhaite partager son bouclier nucléaire et étendre la protection à d'autres alliés qui sont dans la sphère de danger russe. Le président français Macron partage cette idée. Nous devrons faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement de travailler dès que possible. De nouveaux investissements seront nécessaires, mobilisant à la fois la finance privée et publique, sans augmentation des impôts. Pour cela, il y aura des réformes, des choix, du courage. Notre dissuasion nous protège. Elle est complète, souveraine, française du début à la fin. Depuis 1964, explicitement, elle a toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. En réponse à l'appel historique du futur chancelier de l'Allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection, par notre dissuasion, de nos alliés du continent européen. Le Premier ministre polonais annonce être en pourparlers avec les Français pour étendre le bouclier nucléaire.
pour développer la proposition précise du président français. Nous voulons nos propres armes nucléaires. C'est ce que cela semble d'après vos mots. Allons-nous les poursuivre? Comment devrions-nous interpréter vos paroles? Comme vous le savez, il y a cette proposition française. Nous l'étudions très attentivement, car j'aimerais d'abord savoir en détail ce que cela signifie, en termes de qui aurait autorité sur ces armes. Les Britanniques ont un problème aujourd'hui. Ils ne peuvent pas utiliser leurs armes nucléaires sans les Américains. Ce n'est peut-être pas un gros problème. Mais quand même, si vous dépensez des milliards, eh bien, dans le cas de la France, c'est probablement 14 milliards d'euros par an juste pour l'entretien. Ce sont donc des choses très graves. Donc si on décidait de le faire, il vaut mieux s'assurer que c'est entre nos mains et que nous sommes ceux qui décident. Je ne vais pas définir les aspects techniques ici, mais comme je surveille attentivement et que je consulte les Ukrainiens, d'abord sur quel type d'arme est le plus utile et dans quelle technologie moderne investir. Et comme nous le voyons à partir de ce qui est arrivé maintenant à l'Ukraine, comment ils sont devenus une victime d'agression parce qu'ils ont remis les armes nucléaires qu'ils avaient autrefois. Donc, c'est peut-être une question mal formulée. Aujourd'hui, il est clair que nous serions plus en sécurité si nous avions notre propre arsenal nucléaire. C'est indubitable. Cependant, le chemin pour y parvenir serait long et il faudrait également un consensus. Il devra nous donner un sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais nous l'étudierons certainement et nous utiliserons également nos capacités technologiques et scientifiques en coopération avec d'autres. Nous utiliserons ces nouveaux fonds européens pour commencer à penser de manière très moderne. Nous n'achèterons pas tout sans discernement. Nous veillerons à faire des choix judicieux et à investir dans ce qui est le plus avant-gardiste, et aucune option n'est exclue. Maintenant, le seul pays qui ne parle pas d'armes nucléaires, du moins pas encore, c'est l'Ukraine. L'Ukraine se rend compte que l'évocation des armes nucléaires en ce moment va certainement retarder la paix et pourrait même prolonger la guerre encore plus longtemps. C'est pourquoi l'Ukraine a été très claire sur le fait qu'elle n'a aucune intention d'obtenir des armes nucléaires ou même de poursuivre cette idée. L'Ukraine souhaite simplement obtenir une sécurité de l'OTAN ou des garanties de sécurité. C'est un sujet que nous avons déjà abordé auparavant. L'Ukraine veut des armes nucléaires pour se protéger contre la Russie. C'était du moins les nouvelles toute la journée d'hier à cause de ce que Zelensky a dit. Regardez par vous-même. Alors comment pouvons-nous croire en ce document? Comment faire confiance aux partenaires qui ont garanti la protection de notre intégrité territoriale et souveraineté? La réponse est très simple. Est-ce que ça fonctionne? Non, ce document ne fonctionne pas. Est-ce que les autres accords majeurs avec la Russie fonctionnent? Non, ce n'étaient pas seulement des accords entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi entre l'Ukraine et tous ses partenaires. Donc en général, tous ces accords n'ont pas abouti. Lesquels de ces grands pays? Toutes les puissances nucléaires ont été touchées? Toutes? Non, seulement l'Ukraine. Qui a abandonné les armes nucléaires? Tous? Non, seulement un. Qui? Ukraine. Qui est en guerre aujourd'hui? Ukraine. Et donc, il se trouve que dans une conversation avec Donald Trump, je lui ai dit que ça fonctionne de cette façon. Quelle est la solution? Où l'Ukraine aura des armes nucléaires, et alors ce sera une défense pour nous. Où nous devrions avoir une alliance comme l'OTAN. Nous n'avons aucune alliance efficace aujourd'hui. Les pays de l'OTAN ne sont pas en guerre actuellement. Les membres de l'OTAN ne sont pas en guerre. Dans les pays de l'OTAN, les gens sont tous vivants, Dieu merci. Et c'est pourquoi nous choisissons l'OTAN, pas les armes nucléaires. Nous choisissons l'OTAN. Maintenant, tous les médias disent que Zelensky vient d'affirmer que l'Ukraine veut des armes nucléaires. Poutine est sorti directement pour dire que la Russie n'allait pas l'accepter. Je vais vous montrer ça dans une seconde, mais d'abord, comme toujours, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime en bas. Nos vidéos critiquant la Russie sont parfois mal notées par des bots russes, donc vos j'aime nous aident énormément dans l'algorithme. Voici un peu de contexte sur ce que Zelensky vient de dire. Il parle du mémorandum de Budapest. Il a été signé par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Les trois pays ont fourni à l'Ukraine des garanties de sécurité en échange du retour des bombes nucléaires, des armes nucléaires, qu'elle possédait de l'époque soviétique. Vous voyez, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, 4 pays ont hérité de l'ensemble de l'arsenal nucléaire.
l'un d'eux étant la Russie et les trois autres l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. La Biélorussie et le Kazakhstan ont rapidement rendu à la Russie le peu qu'ils possédaient au départ. Mais l'Ukraine était un peu hésitante, et en plus de cela, l'Ukraine avait le troisième plus grand stock d'armes nucléaires après les États-Unis et la Russie. L'Ukraine refusait d'abandonner ce territoire. Ils avaient en fait des débats dans leur parlement parce que les responsables croyaient fermement que s'ils devaient renoncer aux armes nucléaires, ils seraient probablement attaqués par la Russie. Avec le recul, on peut dire qu'ils étaient exactement dans le vrai. Mais à ce moment-là, les États-Unis et l'Occident étaient extrêmement préoccupés par tout l'arsenal nucléaire que l'Ukraine possédait, principalement à cause de ce qui se passait en Yougoslavie. Alors que la Yougoslavie se désintégrait, les États-Unis ne voulaient pas que l'Ukraine devienne une autre Yougoslavie avec des armes nucléaires. Il a donc fortement poussé l'Ukraine à renoncer à ses armes nucléaires. En retour, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ont donné des garanties de sécurité à l'Ukraine. Si les frontières ukrainiennes devaient être violées, tous les participants fourniraient à l'Ukraine une assistance pour maintenir sa souveraineté. C'est précisément ce à quoi le président Zelensky fait allusion. Si la Russie n'a pas respecté le document signé dans le mémorandum de Budapest, comment l'Ukraine peut-elle s'attendre à ce que la Russie respecte tout accord de paix futur qui est signé? Le président Zelensky affirme que pour être en sécurité face à la Russie, l'Ukraine doit soit posséder des armes nucléaires, soit être dans l'OTAN. Et puis il ajoute que l'Ukraine ne veut pas d'armes nucléaires, elle choisit la voie de l'OTAN. Elle veut être dans l'OTAN. Veuillez écouter à nouveau la fin de l'extrait, car je tiens vraiment à souligner ce qu'il dit en conclusion. Dans les pays de l'OTAN, les gens sont tous vivants, Dieu merci, et c'est pourquoi nous choisissons l'OTAN, pas les armes nucléaires. Nous choisissons l'OTAN. Évidemment, Poutine n'allait pas ignorer cette nouvelle. Il l'a de nouveau utilisée pour rappeler à l'Occident que la Russie est une superpuissance. Ici, écoutez-le vous-même. C'est une autre provocation. Il n'est pas difficile de créer des armes nucléaires dans le monde moderne. Je ne sais pas si l'Ukraine peut le faire maintenant. Ce n'est pas si facile pour l'Ukraine d'aujourd'hui. Mais en général, il n'y a pas de grandes difficultés là-bas. Il est évident comment le faire. Donc c'est une provocation dangereuse, car toute démarche dans cette direction rencontrera la réaction appropriée. C'est en deuxième lieu. En troisième lieu, et surtout, la direction politique de l'Ukraine en a parlé à plusieurs reprises, même avant que la crise n'entre dans une phase aiguë. Ils avaient déjà déclaré plus tôt que, eh bien, ils l'ont dit de manière relativement douce, mais néanmoins ils ont dit que l'Ukraine devrait avoir des armes nucléaires. Une telle menace entraînera aussi une réaction appropriée de la Russie. Je peux affirmer tout de suite que la Russie ne le permettra en aucun cas. Mais en fin de compte, l'Ukraine n'a jamais dit qu'elle poursuivait les armes nucléaires. Zelensky rappelait simplement une discussion qu'il avait eue avec l'ex-président Trump. Et c'est pourquoi il a utilisé le mot « nucléaire ». À la fin de la journée, même à la fin du clip, il dit que nous voulons l'OTAN. L'Ukraine veut l'OTAN, et c'est le chemin qu'ils ont choisi. Mais un jour après, ou peut-être le même jour, le premier discours a eu lieu au sommet de l'Union européenne, puis au sommet de l'OTAN dans la même ville. Lors d'une conférence de presse, on lui a posé cette question et voici sa réponse. Monsieur le Président, vous venez de rendre clair au sommet de l'Union européenne que la question des armes nucléaires se poserait pour l'Ukraine si elle ne peut pas devenir membre de l'OTAN. Alors, dans ce contexte, pouvez-vous nous dire combien de temps il faudrait à l'Ukraine pour construire une bombe nucléaire? Et une question au secrétaire général, comprendriez-vous si l'Ukraine devait construire une bombe nucléaire si elle ne peut pas devenir membre de l'OTAN? Merci. Parfois, nous nous créons des problèmes comme vous venez de le faire. Nous n'avons jamais dit que nous nous préparions à créer des armes nucléaires ou quelque chose du genre. J'ai dit que lorsque le mémorandum de Budapest a été signé par des pays nucléaires très honorables, très puissants, il était écrit que l'Ukraine cède des armes nucléaires et que l'Ukraine aura de ces pays très respectables, y compris la Russie, la Chine, les États-Unis. Oui, que nous aurons notre intégrité territoriale sécurisée et notre souveraineté. C'est ce que j'ai dit.
Et j'ai dit, cela signifiait que nous avons donné le nucléaire et ces personnes qui étaient nos partenaires à l'époque, elles devaient nous donner des garanties de sécurité. Et après cela, Poutine a commencé cette occupation, pas une fois, pendant toutes ces années, pendant les révolutions, pendant les 10 dernières années, 2 fois pendant les 10 dernières années. Cela signifie que ce n'est pas un très bon parapluie pour notre sécurité. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas d'alternative sauf l'OTAN. C'était mon message, mais nous ne faisons pas d'armes nucléaires. S'il vous plaît, ne propagez pas ces messages. Il est à noter que la Chine et la France n'ont pas signé le mémorandum de Budapest, n'en faisant pas partie. Cependant, ils ont donné à l'Ukraine des garanties dans un accord distinct, moins solide que le mémorandum de Budapest, mais qui existait tout de même. Et c'est pourquoi il a également mentionné la Chine. Une autre histoire intéressante ici, lorsque l'Ukraine possédait des armes nucléaires, elles avaient simplement les armes nucléaires physiques. Elles n'avaient pas les codes pour les lancer. Les codes étaient toujours à Moscou ou au centre de l'Union soviétique, où que ce soit, et l'Ukraine ne les avait pas. La Russie les avait, mais on s'attendait à peu près à ce que si l'Ukraine gardait les armes, elle aurait pu trouver un moyen de les utiliser, soit elle pouvait simplement enlever la tête nucléaire et l'attacher à autre chose, ou d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu le comprendre. Maintenant, bien sûr, l'Ukraine a clairement fait savoir qu'elle ne veut pas promouvoir cette peur de la propagande nucléaire. Mais savez-vous quel pays promeut la peur de la propagande nucléaire? C'est la Russie. Chaque fois qu'une question se pose sur la manière dont l'Occident devrait aider l'Ukraine à gagner cette guerre ou leur donner une chance de se battre dans cette guerre contre la Russie qui utilise tout ce qu'elle a à sa disposition, sauf les armes nucléaires, l'ensemble du gouvernement russe se dépêche de rappeler au monde que la Russie possède des armes nucléaires et qu'elle n'a pas peur de les utiliser.